Mon mariage entier, chaque souvenir partagé, chaque « je t'aime » murmuré dans l'obscurité, n'était qu'un mensonge méticuleusement orchestré. J'ai découvert la vérité, non pas par une confession larmoyante, mais par la froideur clinique d'un groupe WhatsApp secret nommé « Guide de survie des maris » et d'un fichier PDF, le manuel. J'étais Emma Harrison et je vivais avec l'architecte de ma propre prison psychologique, mon mari, Tyler. Cette découverte n'a pas seulement brisé mon cœur, elle a anéanti la réalité que je croyais mienne, révélant que l'homme que j'aimais était le chef d'une conspiration systémique conçue pour me manipuler, me contrôler et, si nécessaire, me détruire. Ma vie n'a pas été fracturée. Elle a été révélée comme une performance dont j'étais la seule spectatrice inconsciente. Notre vie était confortable, définie par des rituels qui me semblaient sacrés. L'odeur du café que Tyler préparait chaque matin, le son de sa clé dans la serrure à 18h précises, la chaleur de son corps à côté de moi la nuit. Nous étions ce couple que nos amis enviaient, l'exemple de la stabilité. Notre maison, avec ses murs couleur crème et ses photos de voyage souriants, était mon sanctuaire. Je croyais en la sainteté de cet espace. Je croyais en sa loyauté indéfectible. Ma confiance en lui était le fondement même de mon identité. J'étais une idéaliste, celle qui croyait aux fins heureuses, celle qui croyait que l'amour était une forteresse imprenable. Mon rôle était celui de l'épouse dévouée. Je gérais notre vie, je soutenais sa carrière, j'écoutais ses histoires de stress au bureau avec une empathie sincère. Mon identité était inextricablement liée à la sienne. Emma Harrison, l'épouse de Tyler. J'aimais cette identité. Je chérissais les souvenirs que nous avions construits, les blagues internes, la familiarité de sa main dans la mienne. Ma vulnérabilité fondamentale n'était pas la naïveté, mais ma foi absolue en la réalité que nous partagions. Je ne pouvais pas concevoir un monde où les gestes tendres qu'il m'offrait, les regards aimants qu'il me portait, n'étaient rien de plus que des tactiques calculées, des lignes tirées d'un script. L'incident s'est produit un mardi banal. Tyler est parti précipitamment pour le travail, oubliant son téléphone sur la table de la cuisine. Il n'était jamais sans son téléphone. L'appareil a vibré, l'écran s'est allumé. Une notification WhatsApp. Pas d'une maîtresse, non. C'était bien pire. Un groupe. Guide de survie des maris. Mon cœur n'a pas battu plus vite. Il a semblé s'arrêter. Ce n'était pas de la jalousie qui m'a envahi, mais une confusion froide et piquante. Une curiosité morbide m'a poussé à déverrouiller l'écran. Son mot de passe, ironiquement, était notre date d'anniversaire. J'ai ouvert le groupe. Des dizaines de messages non lus, des blagues misogynes, des plaintes, des conseils, et puis, je l'ai vu, un fichier épinglé, le manuel PDF. Mes doigts étaient engourdis, glacés. J'ai téléchargé le document. Ce n'était pas un simple journal intime, c'était un document d'entreprise, des règles, des protocoles, des stratégies pour la tromperie, la manipulation et le gaslighting. Règle 12. Nier jusqu'au bout. Inverser l'accusation. Règle 23. Si votre femme soupçonne, augmentez l'affection. Ne vous retirez pas. L'air est devenu rare dans mes poumons. C'était un manuel d'opération pour une double vie. Le véritable effondrement s'est produit à la page 42. Une annexe. Projet spécifique. Et là, mon nom. Projet EMA. Un plan détaillé, écrit en partie par mon propre mari, décrivant mes insécurités, mes déclencheurs émotionnels et des tactiques spécifiques pour me gérer. Il y avait des scénarios préécrits. Si Emma trouve un reçu suspect, si Emma remet en question les nuits tardives, le pire était le plan d'urgence. Une stratégie complète pour me peindre comme instable, paranoïaque et mentalement déséquilibré si jamais je m'approchais trop près de la vérité. Ce n'était pas de l'infidélité. C'était une guerre psychologique préventive. Le bruit de la porte d'entrée m'a fait sursauter. Tyler. Il était revenu chercher son téléphone. J'ai verrouillé l'écran, mon visage un masque de neutralité vide. « Tu as oublié ton téléphone, chérie ?» ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Il a ri, m'a embrassée sur le front. Ma sauveuse. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Le contact de ses lèvres sur ma peau m'a brûlé comme de l'acide. L'homme que j'avais épousé n'existait pas. Il était un étranger, un acteur. Le silence dans la pièce était assourdissant, rempli de la vérité hurlante du manuel. J'étais seule, complètement et totalement seule, debout à côté de mon propre geôlier. Cette nuit-là, je me suis couchée à côté de lui comme d'habitude. Il s'est endormi en quelques minutes, le son de sa respiration profonde et paisible remplissant la chambre. Ce son, qui m'avait autrefois apporté un tel réconfort,
était maintenant la bande-son de ma torture. La chaleur de son corps contre le mien était répugnante. La familiarité de son odeur me donnait la nausée. Chaque souvenir de notre mariage défilait dans mon esprit. Mais maintenant, ils étaient tous corrompus, réécrits sous la lumière froide et clinique des règles. Chaque « je t'aime » était une performance. Chaque cadeau, une manipulation. J'ai pleuré en silence, les larmes coulant sur mes tempes. Non pas de tristesse, mais d'une rage impuissante et glaciale. Je savais que je ne pouvais pas le confronter. Comment confronter un système? Comment affronter un homme qui avait déjà un scénario pour ma propre hystérie? Il déploierait simplement la règle 23. Il me noierait sous une affection calculée, il me traiterait de folle, et le projet Emma serait activé. La maison n'était plus mon sanctuaire, c'était son théâtre. Ma décision a été prise dans cette obscurité. Je ne pouvais pas quitter la maison, pas encore. Je devais quitter le mariage. Émotionnellement, j'ai divorcé de lui cette nuit-là. J'allais jouer mon propre rôle. J'allais devenir l'épouse aimante et insouciante qui l'attendait, tout en devenant secrètement l'enquêtrice de ma propre vie. La guerre avait commencé, et j'étais déterminée à la gagner. Les semaines qui ont suivi sont devenues un brouillard de performances calculées. Mon fond du gouffre n'était pas un effondrement bruyant, mais un silence glacial. J'étais devenue une actrice dans ma propre maison. Je préparais son café, l'odeur me donnant la nausée. Je l'embrassais à la porte, ma peau se rétractant à son contact. J'ai appris à sourire quand il me parlait, tout en analysant chaque mot pour y déceler une tactique du manuel. J'ai même dû supporter son intimité, apprenant à dissocier mon esprit de mon corps, flottant au-dessus du lit en me concentrant sur le motif du plafond, me répétant que chaque contact dégoûtant était une information, une pièce du puzzle. Vivre avec Tyler est devenu un exercice de guerre psychologique. L'hypervigilance était mon état constant. Le cliquetis de ses doigts sur le clavier dans son bureau la nuit n'était plus le son du travail. C'était le son de la conspiration. La maison, mon sanctuaire, s'est transformée en territoire ennemi. Je remarquais tout. Un deuxième téléphone chargé dans son sac de sport. Des chuchotements étouffés qu'il appelait « appel de travail » dans le garage. L'angle mort de la caméra de sécurité de notre allée. Ma paranoïa était devenue mon seul allié, un système d'alerte précoce aiguisé par la trahison la plus profonde. Je ne dormais plus. Je me reposais par intermittence, un œil ouvert, écoutant sa respiration paisible à côté de moi, le souffle de mon propre bourreau. Ma santé a commencé à décliner sous le poids du secret. La nourriture avait un goût de cendre. Un bourdonnement constant s'est installé dans mes oreilles. Je perdais du poids, mes vêtements flottant sur une silhouette tendue comme une corde de piano. Le miroir me renvoyait le visage d'une étrangère aux yeux fiévreux et cernés. Je devais utiliser le projet EMA contre lui. Je savais qu'il avait documenté ma stabilité. J'ai donc joué le rôle de l'épouse heureuse, organisant même un dîner avec des amis, riant à ses blagues tandis que mon estomac se tordait de dégoût. Je devais être la version parfaite d'Emma Harrison pour qu'il ne soupçonne jamais que la vraie Emma était en train de comploter sa chute. L'enquête a commencé dans les heures les plus sombres de la nuit. J'ai acheté un téléphone prépayé et un ordinateur portable bon marché, avec de l'argent liquide retiré discrètement de mes courses. Mon premier objectif était de comprendre à quel point le réseau était étendu. Je passais des heures dans ma voiture, garée à quelques pâtés de maison de chez moi, utilisant le Wi-Fi public d'un café, mes doigts, glacés, tapant furieusement. Je suis retournée dans le manuel, cette fois en tant qu'analyste, et j'ai commencé à croiser les noms d'utilisateurs du groupe WhatsApp avec les contacts professionnels de Tyler. C'est là que j'ai trouvé une autre annexe, un projet Laura, presque identique au mien. Trouver Laura est devenue mon unique obsession. Elle était l'épouse d'Ed, le cofondateur du groupe, le meilleur ami de Tyler. J'ai créé une adresse email anonyme, un processus qui m'a pris des heures de recherche paranoïaque pour m'assurer qu'elle était intraçable. J'ai envoyé un seul message à l'adresse professionnelle de Laura, une adresse que j'ai trouvée dans un vieux courriel d'invitation à une fête de Noël. Le sujet était « Guide de survie ». Le corps du message ne contenait que 5 mots. « Vous n'êtes pas seul ». Manuel PDF. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai cru que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Puis, j'ai attendu. L'attente a duré 48 heures. Chaque sonnerie de mon téléphone ordinaire me faisait sursauter. Chaque regard de Tyler me semblait suspicieux. Je vivais sur un fil de rasoir. Finalement, mon téléphone prépayé a vibré. Une réponse de Laura, tout aussi laconique. Bibliothèque publique. Demain, 14h. Section Histoire. La peur était si intense qu'elle avait un goût métallique. Allait-elle venir? Était-ce un piège? Était-elle si endoctrinée qu'elle le dirait à Ed, qui le dirait à Tyler? Je n'avais pas le choix. Y aller était un risque,
Rester seule était une condamnation à mort. Je l'ai vue dès que je suis entrée. Elle ne ressemblait pas à la femme souriante des photos de Noël. Elle avait l'air hantée, les mêmes cernes que moi, la même tension dans les épaules. Elle était assise à une table au fond, un livre ouvert devant elle. Mais ses yeux ne lisaient pas. Ils balayaient la pièce. Je me suis assise en face d'elle. Nous n'avons pas parlé pendant 1 minute entière. Finalement, j'ai glissé mon téléphone prépayé sur la table. « Projet EMA », ai-je murmuré. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elles ne sont pas tombées. « Projet Laura », a-t-elle répondu, sa voix un souffle rauque. La validation était écrasante. Je n'étais pas folle. Laura était brisée, mais elle était aussi furieuse. Elle avait des soupçons depuis des années, mais Ed avait toujours utilisé les tactiques du manuel pour la faire douter de sa propre santé mentale. Ma découverte était la clé dont elle avait besoin. Nous avons comparé nos notes dans des chuchotements urgents, l'odeur de vieux papier et de cire pour sol de la bibliothèque nous enveloppant. Elle m'a révélé que son mari, Ed, était le cerveau technique, tandis que Tyler était le psychologue, l'auteur principal du manuel, le Svengali. Ils n'étaient pas seulement des amis, ils étaient les partenaires d'une entreprise de tromperie. Notre alliance s'est scellée dans ce silence de bibliothèque. Laura était plus avancée que moi dans ses propres recherches. Elle avait déjà découvert que le groupe n'était pas seulement une fraternité de tricheurs, c'était un réseau criminel. Mon estomac s'est glacé. J'avais pensé qu'il s'agissait d'infidélité, de manipulation émotionnelle. J'étais naïve. Laura a sorti une clé USB de sa poche. Ce n'est pas pour se couvrir mutuellement pour des aventures. Emma, m'a-t-elle dit, ses yeux durs comme de l'acier. C'est pour le chantage, c'est pour la fraude. Ils utilisent nos comptes bancaires, nos noms. Mon fond du gouffre s'est soudainement approfondi. Je n'étais pas seulement une épouse trahie, j'étais un pion dans un jeu bien plus vaste et plus dangereux. Laura m'a expliqué. Le guide de survie des maris n'était que le manuel de gestion interne. L'opération principale consistait à utiliser leur position professionnelle, Tyler dans la finance, Ed dans l'informatique, pour identifier des cibles de chantage. Ils collectaient des informations compromettantes sur des collègues, des clients et même des amis, puis utilisaient le manuel pour dissimuler leurs propres traces et manipuler leurs épouses afin qu'elles leur fournissent des alibis involontaires. Nous avons commencé un travail méthodique, une contre-conspiration. Nous nous rencontrions dans des parkings anonymes, des cafés bondés, ne communiquant que par des applications de messagerie cryptées sur nos téléphones prépayés. Laura m'a appris les bases de la contre-surveillance. Comment repérer un traceur GPS, comment utiliser un VPN, comment cloner un disque dur. Je suis devenue une espionne dans ma propre vie, animée par une rage froide et pure. Le chagrin avait disparu, remplacé par une détermination glaciale. Tyler ne s'était pas contenté de me mentir. Il m'avait utilisé comme bouclier humain pour ses crimes. La longue escalade a duré des mois. Des mois à jouer l'épouse parfaite, tout en menant une double vie qui me rongeait de l'intérieur. Le stress était physique, je souffrais de migraines constantes. J'avais des crampes d'estomac si violentes que je devais parfois m'enfermer dans la salle de bain, retenant mes hauts le cœur, pendant que Tyler frappait à la porte pour me demander si tout allait bien. « Juste le stress, mon amour », lui répondais-je, ma voix un filet mielleux que je détestais. Chaque mot gentil que je lui disais était un petit morceau de mon âme qui mourait. L'aspect le plus difficile était la collecte de preuves. Je devais accéder à son ordinateur principal, celui de son bureau à domicile, qui était protégé par un mot de passe biométrique. J'ai attendu qu'il soit profondément endormi, sa respiration lourde et régulière. J'ai rampé hors du lit, le sol froid sous mes pieds nus. J'ai doucement pris sa main, sentant la chaleur inerte de sa peau, et j'ai pressé son pouce sur le capteur. Le clic de l'ordinateur qui se déverrouille a résonné dans le silence, comme un coup de feu. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il allait le réveiller. J'ai branché le disque dur externe, la petite lumière clignotante me semblant être un phare. Le clonage du disque dur principal prenait des heures. Je suis restée assise dans le froid de son bureau, enveloppée dans une couverture, regardant la barre de progression se remplir avec une lenteur exaspérante. L'odeur de son eau de Cologne flottait encore dans la pièce, une odeur que j'avais autrefois associée à la sécurité et qui maintenant me donnait envie de vomir. Je copiais tout, ses fichiers cryptés, ses historiques de navigation cachés, ses documents financiers. Chaque gigaoctet copié était une petite victoire silencieuse. Une nuit, il a failli me surprendre. Le transfert était presque terminé quand j'ai entendu le plancher grincer dans le couloir. Mon sang s'est transformé en glace. J'ai éteint l'écran de l'ordinateur, mais je ne pouvais pas débrancher le disque dur sans corrompre les données.
Il est entré dans le bureau, les yeux encore embués de sommeil. « Emma, qu'est-ce que tu fais là-dedans » Il est 3 heures du matin. Mon cœur s'est arrêté. J'ai levé les yeux, mon visage arrangé en une expression d'inquiétude. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je murmuré. Je regardais juste nos comptes. Je m'inquiétais pour l'hypothèque. C'était une faiblesse qu'il avait documentée dans le projet EMA. Il a soupiré, la condescendance évidente même dans sa fatigue. « Chérie, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour ça. Je gère tout. » Il s'est approché, a passé sa main dans mes cheveux. J'ai dû me forcer à ne pas reculer. « Viens te recoucher. » Il n'a pas vu le disque dur, caché dans l'ombre de la tour de l'ordinateur. J'ai attendu qu'il retourne se coucher avant de débrancher en toute sécurité mon trésor de preuves. Cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'étais plus Emma Harrison. J'étais une combattante, et j'étais prête à brûler le monde pour exposer la vérité. Laura et moi avons passé des semaines à analyser les données. C'était pire que tout ce que nous avions imaginé. Des comptes offshore, des vidéos de chantage, des plans détaillés pour ruiner la réputation d'un collègue qui s'approchait trop près. Et puis, nous avons trouvé les fichiers audio. Tyler et Ed, riant. Ils riaient de nous. Ils se moquaient de ma confiance aveugle, de la paranoïa idiote de Laura. Entendre la voix de mon mari, la voix qui m'avait lu de la poésie. Décrire froidement comment il avait manipulé mes émotions après une dispute. C'est là que le dernier vestige de l'amour est mort. Il n'a pas été remplacé par de la haine, mais par un vide froid et fonctionnel. Nous avons réalisé que nous ne pouvions pas simplement aller à la police. Le réseau était trop profond, et ils avaient des plans d'urgence. Le projet EMA était la preuve qu'ils étaient prêts à nous détruire, à nous faire interner s'il le fallait. Ils avaient déjà planté de fausses preuves. Des emails fabriqués de toutes pièces de ma part à un ancien petit ami. Des relevés bancaires falsifiés montrant des dépenses erratiques. Ils avaient construit nos cages bien avant que nous ne réalisions que nous étions piégés. Nous devions les exposer publiquement et totalement, en ne leur laissant aucune issue. Nous avons contacté un journaliste d'investigation, Daniel Cooper, un homme connu pour son intégrité et sa ténacité. Nous l'avons rencontré dans un endroit sûr, un entrepôt anonyme. Lui montrer les preuves était terrifiant. Nous lui donnions le pouvoir de détruire nos vies ou de nous sauver. Daniel, un homme grisonnant aux yeux fatigués qui avait tout vu, a écouté notre histoire pendant des heures, son visage devenant de plus en plus sombre à mesure que nous lui montrions les fichiers du manuel et les dossiers financiers. Daniel a accepté de prendre l'affaire, mais il a insisté sur une stratégie. Nous ne pouvions pas tout publier d'un coup. Ce serait trop écrasant, trop facile à rejeter comme une fake news. Nous devions d'abord secouer la ruche. L'acte symbolique de rupture serait notre première salve. Nous avons décidé de ne divulguer que le manuel PDF lui-même, de manière anonyme, à plusieurs médias locaux et nationaux. Pas les crimes financiers, pas le chantage. Juste le guide psychologique dégoûtant. Nous voulions voir comment il réagirait. Nous voulions qu'il panique. La fuite a eu lieu un lundi matin. À midi, c'était partout. Le manuel des maris, à l'intérieur du guide secret de la tromperie et du gaslighting. L'indignation a été immédiate. Le groupe WhatsApp Guide de survie est devenu silencieux, puis a été supprimé. J'étais à la maison, préparant le dîner, quand Tyler est rentré. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux de la casserole. L'air dans la pièce avait changé. Le silence était lourd, chargé d'une violence contenue. Le masque du mari aimant avait disparu. Il n'a pas crié. Il n'a pas posé de questions. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son visage une plaque de glace. « Tu as fait ça », a-t-il dit. Ce n'était pas une question, c'était une déclaration. Le sang a quitté mon visage. « Tyler, de quoi tu parles ? J'ai vu les nouvelles, c'est horrible. » Il a ri, un son sec et sans joie qui m'a glacé les os. « Ne fais pas ça, Emma. N'utilise pas mes propres règles contre moi. » Règle 12. Nier et inverser. C'est bien. Il s'est approché de moi, son regard me disséquant. Ce fut le moment de la rupture finale. La façade s'est évaporée. L'homme qui se tenait devant moi n'était pas mon mari. C'était un étranger froid et menaçant. « Tu penses que tu es intelligente ?» a-t-il sifflé, sa voix basse et pleine de venin. « Tu penses que tu m'as eu ?» Il s'est dirigé vers son bureau. J'ai reculé instinctivement. Il n'a pas sorti d'arme. Il a sorti quelque chose de pire. Un autre dossier. Bien réel celui-là, avec mon nom dessus. C'est mon dossier de surveillance sur toi, Emma. Je savais que tu étais faible. J'ai toujours une longueur d'avance. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas en sécurité. Il n'allait pas me laisser partir. J'ai attrapé le disque dur contenant la totalité des preuves criminelles sur le comptoir, j'ai saisi mes clés de voiture et j'ai couru. J'ai couru sans me retourner, fuyant ma maison, ma vie, mon nom, avec le son de son rire froid résonnant dans mes oreilles.
Ma fuite n'était que le début de la véritable guerre. Je me suis terrée dans un motel anonyme à 1 heure de route, l'adrénaline ayant cédé la place à une terreur pure et glaciale. Le lendemain, Daniel Cooper a lancé la première bombe. L'article n'était pas seulement sur le manuel. PDF. Il était titré « L'architecture de la tromperie », liant le gaslighting psychologique à des irrégularités financières, suggérant une conspiration bien plus profonde. L'histoire a explosé. Les noms de Tyler et Ed étaient partout. La vérité, ou du moins la première couche, était enfin exposée, non pas par moi, mais par la froideur implacable d'un journalisme d'investigation. J'ai regardé l'interview de Daniel à la télévision de ma chambre de motel miteuse, le volume bas, mon cœur battant à tout rompre. La réponse du réseau a été immédiate et brutale, exactement comme le manuel l'avait dicté. Tyler et Ed ont disparu des radars publics, mais ont activé leurs avocats et leurs contacts. Une campagne de diffamation a commencé. Le projet EMA a été déployé. Des histoires ont fuité, me peignant comme une épouse instable, dépensière, sujette à des épisodes paranoïaques. Ils ont utilisé les fausses preuves qu'ils avaient replantées, les emails fabriqués. Le public était soudainement divisé. J'étais soit une victime courageuse, soit une menteuse vindicative. Ils n'essayaient pas seulement de sauver leur réputation. Ils essayaient de détruire ma crédibilité avant que je ne puisse révéler les preuves criminelles. Puis vint le premier contact, le moment où ma peur abstraite est devenue une menace physique et tangible. J'étais dans ma chambre de motel, le loquet de sécurité ridiculement fragile en place, quand on a frappé. Ce n'était pas le service de chambre, c'était lui, Tyler. Il se tenait là, sous la lumière blafarde du néon du couloir, pas en colère, pas suppliant, mais avec un calme terrifiant. « Tu pensais vraiment que tu pouvais t'enfuir, Emma ?» a-t-il dit, sa voix la même que celle qu'il utilisait pour me demander de passer le sel. Il n'a pas essayé d'entrer. Il voulait juste que je sache, qu'il me contrôlait toujours, que m'exposer n'était que le début, qu'il n'arrêterait jamais. Cette rencontre m'a brisée et m'a reconstruite en quelques secondes. La peur s'est transformée en une rage froide. Ce n'était plus un divorce, c'était une question de survie. J'ai appelé Daniel, ma voix tremblante mais déterminée. Il m'a trouvée. J'ai quitté le motel cette nuit-là, rejoignant Daniel, Laura et un expert en cybersécurité qu'ils avaient engagé, dans un refuge sécurisé à la campagne. Nous avions le disque dur cloné, le trésor de guerre. Il contenait tout, les comptes offshore, les vidéos de chantage, les plans de fraude. Nous n'étions plus des journalistes et des sources. Nous étions des fugitifs détenant des preuves qui pouvaient démanteler un réseau criminel puissant. Le refuge était une vieille ferme isolée, entourée de champs de maïs morts, sous un ciel gris d'hiver. La tension à l'intérieur était suffocante. L'expert en technologie, un jeune homme nerveux nommé Ben, travaillait sans relâche pour décrypter les derniers fichiers et préparer ce qu'il appelait un interrupteur de l'homme mort, un système qui téléchargerait automatiquement la totalité des données sur des serveurs sécurisés et les enverrait aux autorités fédérales et aux médias internationaux si quelque chose nous arrivait. C'était notre seule assurance. Nous étions sur le point de finaliser le téléchargement lorsque le bruit de pneus crissant sur le gravier a retenti à l'extérieur. Ils étaient là, Tyler, Ed et au moins 3 autres hommes. Ils n'avaient pas l'air de mari sans colère. Ils avaient l'air de criminels venus pour éliminer un problème. Le temps a semblé s'arrêter. Le chaos a éclaté. Daniel a crié à Ben et moi de nous barricader dans la petite pièce qui servait de salle de serveur, tandis que lui et Laura tentèrent de retenir la porte d'entrée. J'ai entendu des cris, le bruit de verres brisés, puis un grognement de douleur. Ils étaient entrés. Le poids de la réalité m'a frappé. Ce n'était pas un drame conjugal. C'était une opération de nettoyage. Ils ont attrapé Daniel. J'ai entendu sa voix, tendue de douleur, crier mon nom, puis le son sourd et écœurant d'un coup. J'ai regardé l'écran de la caméra de sécurité que Ben avait installée. Daniel était au sol, Ed se tenant au-dessus de lui. Tyler se dirigeait droit vers notre porte. Il savait où j'étais. Il savait que j'avais le disque dur. La peur était si intense qu'elle en était presque paralysante. Un froid qui commençait dans mon ventre et se propageait à mes membres. J'étais seule, piégée, la dernière ligne de défense. Ben, le technicien, tremblait mais ses yeux étaient déterminés. « L'interrupteur de l'homme mort est armé », a-t-il chuchoté, ses doigts volant sur le clavier. « Il se déclenchera si mon rythme cardiaque s'arrête, ou si nous appuyons sur « Entrée » maintenant. C'est un aller simple, Emma. Une fois lancé, c'est fini. Ils ne pourront pas l'arrêter. » La porte de notre pièce a commencé à trembler sous des coups violents. Tyler criait mon nom. « Emma, ouvre cette porte. On peut encore arranger ça. Ne fais pas ça. »
la même voix qu'il utilisait pour me calmer après une dispute qu'il avait lui-même orchestrée. C'était la confrontation finale. Pas avec des cris, mais avec sa manipulation la plus raffinée. Il me traitait encore comme le projet EMA, la femme faible et émotionnelle qu'il pouvait contrôler. Il se tenait de l'autre côté de cette porte, le fantôme de mon mariage, me suppliant de le laisser continuer à me détruire. J'ai regardé le visage en sueur de Ben, puis l'écran. L'option « Exécuter » clignotait. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de réconciliation. Il n'y avait pas de famille à sauver. Il n'y avait que la vérité et la destruction. J'ai posé ma main sur la souris. La voix de Tyler est devenue plus douce. « Emma, chérie, s'il te plaît, pense à nous. » J'ai pensé à nous. J'ai pensé aux nuits où je m'étais couchée à côté d'un monstre. J'ai pensé aux règles conçues pour me briser. J'ai pensé à Laura, à Daniel, à la femme que j'étais devenue. Ma prétendue faiblesse, ma foi en l'amour, était la chose même qu'il avait exploitée. Et ma nouvelle force serait la chose qui le détruirait. J'ai appuyé sur « Entrer ». Le clic de la souris était plus fort que les coups sur la porte. L'écran s'est illuminé. Téléchargement initié, irréversible. La porte a cédé au moment où la barre de progression a atteint 100%. Tyler et Ed ont fait irruption, leur visage déformé par la rage. Mais ils se sont arrêtés net. Ils ont vu l'écran. Ils ont entendu les sirènes au loin, celles que Daniel avait appelées avant leur arrivée. La défaite totale s'est inscrite sur leur visage. Ce n'était pas moi qui les avais détruits. C'étaient leurs propres archives méticuleuses, leur propre architecture de la tromperie, leur propre manuel, maintenant exposé au monde entier. La victoire n'a pas eu le goût sucré de la vengeance. Elle avait le goût amer de la cendre. J'ai tout perdu ce jour-là. Ma maison, mon passé, mon mari et ma croyance fondamentale en la confiance. L'arrestation de Tyler, d'Ed et de tout le réseau a fait la une des journaux nationaux. Les preuves étaient accablantes. Il n'y a pas eu de procès prolongé. Ils ont été défaits par leur propre arrogance méticuleuse. J'ai été innocentée, saluée comme une héroïne, mais je me sentais vide. Ma vindicte n'était pas une montée d'adrénaline. C'était une opération chirurgicale nécessaire pour enlever une tumeur. Des mois plus tard, je suis assise dans un train. J'ai changé de nom. J'ai coupé les ponts avec tout ce qui me rappelait Emma Harrison. Le train traverse des paysages que je n'ai jamais vus, en direction d'un avenir que je n'ai pas encore défini. Mon téléphone, un nouveau modèle propre, vibre. Une alerte d'actualité. Le verdict final de la peine de Tyler est tombé. 20 ans. Je lis le titre, je verrouille le téléphone et je le remets dans mon sac. Je ne ressens rien. Pas de soulagement, pas de colère, pas de fermeture. Juste le silence. C'est le pouvoir de l'indifférence. Je suis seule, mais je suis enfin libre. Ma nouvelle vie, construite sur les cendres de leur trahison, est enfin la mienne.